It's a busy day for Donald Trump ahead of what will be a very consequential week for the criminally convicted former president and the country. In less than an hour, Trump will take the stage in Philadelphia for his last rally before his first 2024 debate with President Biden in Atlanta on Thursday. Earlier today, Trump addressed the conservative Faith and Freedom Coalition, where he praised mobsters and railed against the justice system. Certaines décisions judiciaires ne mettent pas fin au débat. Elles ne font que réorganiser leurs prémices institutionnelles. Le 10 janvier 2026, la Cour d'appel du district de Columbia, instance centrale dans l'équilibre des pouvoirs, a rendu une décision qui a modifié de manière substantielle la compréhension juridique actuelle des limites de l'immunité présidentielle. À l'unanimité, les juges ont rejeté la thèse selon laquelle un président des États-Unis peut s'accorder lui-même une grâce pour des crimes éventuellement commis avant, pendant ou après l'exercice de ses fonctions. La portée du vote ne se limite toutefois pas à l'annulation d'une tentative spécifique d'autoprotection juridique. Le contenu de la décision trace, pour la première fois avec une clarté institutionnelle, une ligne de démarcation entre les prérogatives de la fonction et la responsabilité pénale, ouvrant la voie à l'examen pénal des actes imputables à un président après la fin de son mandat. L'impact de cet épisode ne se limite pas à ce qui s'est passé lors de l'audience. En déclarant l'impossibilité de l'auto-amnistie présidentielle, la Cour a signalé que les éventuels comportements de nature criminelle, même s'ils sont liés à l'exercice de la fonction, ne sont pas automatiquement protégés par des prérogatives fonctionnelles. Cette interprétation annule, dans la pratique, la stratégie juridique centrale de l'équipe de défense de Donald Trump, élaborée au cours des 3 dernières années sur la base de la thèse d'une immunité étendue pour les actes présidentiels. La réponse institutionnelle à ce revirement a commencé à se dessiner dans les heures qui ont suivi la lecture du vote. Les parlementaires des 2 chambres ont entamé des réunions à huis clos avec leurs conseillers juridiques. Les conseillers de la direction républicaine ont pris contact avec des cabinets d'avocats qui travaillent avec la commission de surveillance de la Chambre, indiquant leur inquiétude quant aux répercussions possibles sur la stabilité interne du parti. Au Sénat, les représentants d'au moins 3 commissions dotées de prérogatives d'enquête pénale ont commencé à discuter des limites opérationnelles des futures actions en responsabilité. Dans le même temps, des sources proches du ministère de la Justice ont rapporté que cette décision avait modifié l'horizon d'action du ministère public dans des affaires qui, jusqu'alors, étaient bloquées par des recours fondés sur l'immunité présidentielle. Il n'y a pas eu de déclaration officielle de la Maison-Blanche, mais les membres du cabinet juridique de la présidence ont commencé à revoir les avis émis ces derniers mois sur des questions liées à l'ingérence électorale, au traitement abusif de documents confidentiels et à l'entrave aux enquêtes fédérales. Même si le vote de la Cour s'est limité au fondement de l'affaire examinée, son contenu fonctionne, selon les juristes consultés par des médias spécialisés, comme un repère interprétatif susceptible d'influencer les décisions ultérieures à tous les niveaux. La formulation « Les actes passibles de destitution ne sont pas protégés contre la responsabilité pénale après le mandat » apparaît déjà dans au moins 5 documents juridiques déposés depuis le 11 janvier. Parmi lesquels une demande de réévaluation de la suspension temporaire d'une procédure ouverte dans l'État de New York et une requête de mise à jour de l'ordre du jour pour le jugement des accusations de fraude fiscale portées par l'Internal Revenue Service. C'est dans ce contexte que la décision du district de Columbia s'impose comme un tournant, non pas en modifiant le texte constitutionnel, mais en réorientant l'application des principes existants à partir d'une lecture moins extensive des prérogatives de la fonction. Cette décision a également eu des répercussions en dehors des tribunaux. La direction de la minorité démocrate à la Chambre des représentants a convoqué une réunion extraordinaire pour discuter des implications de ce précédent sur les procédures en cours liées à la proposition de résolution HRES 353, qui traite de l'admissibilité de nouveaux articles de mise en accusation. Parallèlement,
les sénateurs républicains ont commencé à évaluer l'opportunité politique de maintenir leur soutien inconditionnel au président, compte tenu de la perspective de poursuites pénales rendue possible par la nouvelle interprétation. Le revirement partiel des votes au sein des commissions précédemment alignées sur le discours de l'immunité totale a été traité avec prudence par les observateurs institutionnels. Mais il est considéré comme un signe qu'une partie du camp conservateur voit dans la décision du tribunal non seulement une défaite juridique, mais aussi un changement dans les coups politiques du maintien de la stratégie précédente. Au cours des derniers mois, la défense du président a soutenu que ses actes étaient entièrement protégés, car il relevait des fonctions de sa charge, même lorsqu'ils étaient remis en cause pour d'éventuels abus de pouvoir. Cette interprétation était contestée par des universitaires et d'anciens membres du pouvoir judiciaire, mais sans effet contraignant jusqu'à présent. Avec cette nouvelle décision, le fondement argumentatif de cette stratégie perd l'ancrage juridique qui le soutenait et se heurte désormais à un environnement institutionnel plus propice à la responsabilisation. La décision de la Cour d'appel non seulement invalide la thèse de l'auto-amnistie, mais crée également une nouvelle référence pour l'analyse future des comportements qui dépassent les limites fonctionnelles de la fonction, même s'ils sont enveloppés dans le langage institutionnel de la présidence. Il s'agit donc d'un déplacement du discours juridique qui servait jusqu'alors de zone de protection pour certains types de comportements présidentiels. En termes de système, cet épisode inaugure un nouveau type de conflit. Il n'est plus centré sur la validité des accusations elles-mêmes, mais sur le cadre formel des comportements présidentiels au regard du droit pénal. Ce changement a des implications sur les prochaines phases du litige, y compris devant les instances supérieures, qui doivent désormais composer avec l'existence d'une interprétation claire et documentée des limites des prérogatives de la fonction. Il permet également au Congrès, lorsqu'il élabore ou révise des propositions d'enquête, de s'appuyer sur une interprétation judiciaire récente qui réduit les marges de contestation de la part des défenses. À partir de maintenant, le litige devrait moins se concentrer sur les questions de compétence et davantage sur le fond des accusations. Un changement qui, bien que subtil dans sa forme, peut être décisif dans les résultats. Au cours des prochains blocs, nous suivrons la manière dont les différents acteurs institutionnels réagissent à ce réalignement juridique, les dispositifs qui sont mobilisés en réponse et la manière dont le système politique absorbe les effets indirects de cette décision. Notre engagement ici est de suivre les faits avec toute la densité et le contexte qu'ils exigent. Et c'est précisément pour cette raison que nous suivre peut vous offrir une vision plus claire des développements qui sont encore en cours. C'est dans ce contexte que les réponses institutionnelles ont commencé à se consolider sur plusieurs fronts, créant un nouveau champ de tension entre les sphères exécutives, judiciaires et législatives. À partir de la décision de la Cour d'appel du district de Columbia, différents organes ont commencé à interpréter, ajuster ou réorienter leurs procédures face à la nouvelle référence établie en matière d'immunité présidentielle. Au sein du pouvoir judiciaire fédéral, les tribunaux de première instance, qui avaient suspendu le déroulement des procédures sur la base de recours fondés sur la prérogative de fonction, ont entamé dès la semaine suivante une réévaluation procédurale à la lumière de la nouvelle jurisprudence. Parmi celles-ci, on peut citer le tribunal du district sud de New York, qui a réactivé les délais de procédure dans au moins 2 affaires de fraude bancaire attribuées à la période présidentielle. Suspendu depuis août de l'année précédente au motif de l'immunité exécutive, encore en cours d'examen en appel. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la décision du 10 janvier n'a pas été traitée comme un épisode isolé, mais comme un vecteur de réorganisation jurisprudentielle. Dans une déclaration réservée aux membres de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre, un ancien conseiller juridique du procureur général a qualifié le nouveau scénario d'instable mais nécessaire. Selon lui, la stabilisation institutionnelle dépend précisément de l'existence de moments de friction qui obligent à revoir les doctrines opérationnelles, en particulier sur des questions où l'ambiguïté constitutionnelle était utilisée comme moyen de procrastination.
Cette évaluation a été accueillie avec prudence par les dirigeants républicains qui, bien qu'ils continuent de défendre publiquement la légalité des actions du président, ont adopté une position plus analytique en coulisses quant à la viabilité politique de maintenir ce discours face au revirement des décisions des tribunaux. Le ministère de la Justice, quant à lui, a entamé un cycle technique de révision des procédures internes applicables aux affaires impliquant des personnalités jouissant de prérogatives constitutionnelles spéciales. Bien que le contenu de ces réunions n'ait pas été rendu public, des sources liées au Bureau de la responsabilité institutionnelle ont indiqué que l'objectif est d'adapter la conduite du ministère public aux dernières orientations de la magistrature, en particulier sur des questions telles que le traitement des plaintes fondées sur des articles de mise en accusation et la coordination avec le pouvoir législatif pour la validation des preuves provenant des commissions d'enquête parlementaires. Cet alignement interinstitutionnel, bien que discret, révèle un effort systématique pour éviter que les lacunes normatives ne servent de bouclier à des obstructions procédurales dans les phases préliminaires de l'enquête. À partir de là, le mouvement au Congrès a pris un nouvel élan. Le rapporteur du projet de résolution HRES 353, qui traite de la formalisation de nouveaux articles de destitution, a inclus dans sa justification préliminaire des extraits de la décision de la Cour d'appel. En particulier, ceux qui traitent de la compatibilité entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale. Ainsi, l'argumentation à la base de la proposition s'appuie désormais non seulement sur des interprétations internes du pouvoir législatif, mais aussi sur une position consolidée par une instance supérieure du pouvoir judiciaire. Ce changement d'ancrage a des effets directs sur le processus politique. En réduisant la marge de manœuvre pour contester juridiquement la recevabilité de la plainte, il augmente la pression sur les parlementaires indécis qui doivent désormais justifier leur position sur la base du bien-fondé des accusations, et non plus uniquement sur la légitimité de la procédure. Cette dynamique de convergence institutionnelle a été suivie de près par les centres de recherche juridiques, les think tanks et les organisations spécialisées dans la gouvernance constitutionnelle. Dans un rapport publié quelques jours après la décision, l'American Law and Governance Initiative a observé que le précédent du District de Columbia ne modifie pas seulement le régime d'immunité, mais introduit également un critère fonctionnel plus restrictif pour qualifier les actes comme inhérents à la présidence. Selon cette analyse, la Cour a désormais estimé que le lien entre un comportement et l'exercice légitime de la fonction doit être non seulement formel, mais aussi matériellement démontrable. En d'autres termes, il ne suffit pas que l'acte ait été commis pendant le mandat. Il faut prouver qu'il était indispensable au fonctionnement de la fonction pour que l'immunité s'applique. Cette réinterprétation restreint la portée de la protection dont bénéficiaient auparavant les présidents et élargit la marge de manœuvre des procureurs qui traitent des affaires de détournement de fonction. L'effet pratique de ce changement a déjà commencé à se manifester dans la reconfiguration des stratégies de défense dans les procédures en cours. Les avocats du président ont entrepris de réviser les pièces du dossier présentées jusqu'à présent, cherchant à remplacer la thèse de l'immunité totale par des arguments subsidiaires, tels que des vices de procédure, l'absence d'intention frauduleuse ou l'insuffisance de preuves directes. Ce changement de cap n'implique pas nécessairement l'abandon des thèses précédentes, mais révèle la reconnaissance tacite que le maintien de l'immunité comme protection absolue a perdu de sa force dans le nouveau contexte juridique. Le ministère public fédéral, quant à lui, a commencé à intégrer le langage de la décision de la Cour d'appel dans ses déclarations les plus récentes, l'utilisant comme base pour demander la poursuite des procédures précédemment bloquées par des litiges concernant la compétence juridictionnelle. Cette adaptation systémique ne se fait pas de manière homogène. Il existe, parmi les magistrats des instances inférieures, des divergences sur la portée contraignante de la décision. Certains juges considèrent que le vote du District de Columbia représente un précédent persuasif, mais non obligatoire en dehors de sa juridiction immédiate. D'autres estiment que,
Compte tenu de la portée et de la clarté de l'interprétation, le contenu de la décision doit être considéré comme une référence pour l'ensemble du système fédéral. L'absence de déclaration formelle de la Cour suprême sur le sujet, à ce jour, laisse cette question en suspens, et c'est précisément pour cette raison que de nouvelles actions ont été intentées dans le but d'amener la Cour à se prononcer. Dans l'une de ces affaires, enregistrée auprès de la 7e Cour d'appel, un groupe de juristes demande la révision de la suspension d'une procédure, arguant que la nouvelle interprétation représente un changement interprétatif important qui affecte directement le cœur du litige. Le litige juridique se déroule donc à plusieurs niveaux, avec des chevauchements entre les stratégies défensives, les initiatives législatives et les ajustements procéduraux du ministère public. Cet environnement de tension contrôlée est à bien des égards révélateur du fonctionnement adaptatif des institutions lorsqu'elles sont confrontées à des zones d'ambiguïté. En consolidant une interprétation plus restrictive de l'immunité, le pouvoir judiciaire a contraint les autres pouvoirs à recalibrer leurs actions, évitant ainsi tant l'omission que l'excès. Ce recalibrage n'élimine pas les conflits, mais leur permet de se dérouler dans un nouveau cadre institutionnel, plus proche de l'idée de responsabilité fonctionnelle que de protection automatique par prérogative. Ici, nous continuons à suivre ces mouvements en nous concentrant sur les articulations qui modifient réellement le fonctionnement du système. Et c'est précisément cette attention continue au contexte qui rend pertinent le maintien de la chaîne, car chaque développement futur sera toujours mieux compris lorsqu'il sera considéré à la lumière de ce qui a déjà été structuré institutionnellement jusqu'à présent. Il existe différentes interprétations quant à la portée effective de la décision rendue par la Cour d'appel du district de Columbia. Pour une grande partie du monde juridique, ce jugement représente un repositionnement institutionnel important, susceptible de modifier durablement la doctrine qui régit les prérogatives présidentielles. Pour d'autres analystes, cependant, l'interprétation de l'affaire exige encore de la retenue. Bien que la Cour ait clairement affirmé que l'immunité ne peut couvrir les comportements liés à des cas de destitution et ait invalidé la tentative d'auto-amnistie, l'impact réel de cette décision restera conditionné à son application dans des litiges concrets, soumis à différentes cours et exposés à l'examen des instances supérieures. Cette distinction entre le précédent en tant que référence normative et le précédent en tant que force de transformation du système est décisive pour comprendre pourquoi le débat reste ouvert, non pas en raison de la formulation de l'interprétation, mais en raison de l'incertitude quant à la manière dont elle se consolidera dans la pratique. Des registres récents suggèrent que certains tribunaux ont déjà commencé à utiliser cette décision comme base pour rejeter les demandes de classement fondées sur la prérogative de fonction. Dans au moins 2 États, des juges fédéraux ont cité le vote du district de Columbia comme fondement pour maintenir en cours des actions impliquant des allégations de crimes prétendument commis pendant le mandat. D'autre part, certaines décisions ont choisi de ne pas appliquer le précédent au motif que l'affaire examinée comportait des éléments spécifiques qui empêchaient sa généralisation automatique. Cette divergence opérationnelle indique que le processus de consolidation de la nouvelle interprétation est toujours en cours et que la force contraignante du précédent dépendra, en fin de compte, de la position qui sera adoptée par la Cour suprême. À l'heure actuelle, le débat se concentre sur 3 points principaux. Le premier concerne la définition de ce qui constitue un acte inhérent à l'exercice de la présidence. La décision du district de Columbia suggère que cette catégorie doit être interprétée de manière plus restrictive qu'auparavant, mais n'établit pas de critères opérationnels suffisamment précis pour orienter une application uniforme. Les juristes liés à la faculté de droit de l'Université de Virginie soutiennent que seuls les actes directement liés aux fonctions constitutionnelles de la fonction, tels que les nominations, les vétos et la conduite de négociations internationales, devraient être protégés par l'immunité. En revanche, les analystes associés à l'Institut fédéral d'études exécutives font valoir que la délimitation doit également tenir compte du contexte institutionnel dans lequel l'acte a été commis.
afin d'éviter que les conflits politiques ne se transforment en criminalisation d'actes controversés mais juridiquement défendables. Cette tension entre une lecture formaliste et une lecture contextuelle reste sans résolution et tend à façonner les litiges judiciaires à venir. Le deuxième point de controverse concerne l'admissibilité devant les tribunaux des preuves obtenues par les commissions parlementaires au cours des procédures de destitution. La décision a reconnu la légitimité de ces enquêtes comme base pour le renvoi des plaintes pénales, mais n'a pas précisé directement quelles limites doivent être appliquées à l'utilisation de ces éléments dans le domaine pénal. Les procureurs fédéraux interprètent ce précédent comme autorisant, même implicitement, l'utilisation généralisée des informations recueillies, à condition que les droits de la défense et les paramètres de la procédure régulière soient respectés. Les avocats de la défense, quant à eux, soutiennent que l'absence de contrôle juridictionnel direct lors de la production de certaines preuves peut compromettre leur validité lorsqu'elles sont intégrées à une accusation pénale. Cette impasse a déjà donné lieu à au moins 3 requêtes demandant à la Cour suprême de se prononcer avant la fin des phases d'instruction. Le troisième point concerne la temporalité de la responsabilité. Bien que la Cour ait reconnu que la responsabilité pénale peut être engagée après la fin du mandat, la question de savoir comment cette interprétation s'applique aux comportements antérieurs au nouveau cadre reste ouverte. Concrètement, la question est de savoir dans quelle mesure le précédent peut s'appliquer à des actes commis avant la consolidation de cette orientation, surtout lorsque ces actes, au moment où ils ont été commis, étaient étayés par des avis juridiques internes qui en soutenaient la légalité. Il s'agit d'un débat directement lié au principe de sécurité juridique. Et sa résolution dépendra de la manière dont les tribunaux évalueront le poids de la nouvelle interprétation face à des pratiques précédemment tolérées ou institutionnellement justifiées. Les analystes estiment que le litige sur ces points sera déterminant pour l'issue des procédures en cours. Même avec l'affaiblissement de la thèse de l'immunité totale, la stratégie de défense tend à se déplacer vers des domaines plus techniques, tels que l'admissibilité des preuves, la régularité des procédures d'enquête et la qualification des comportements reprochés. Dans ce scénario, les prochains chapitres ne dépendront pas seulement d'une éventuelle décision de la Cour suprême, mais aussi de la rapidité avec laquelle les tribunaux inférieurs adhéreront ou résisteront à la nouvelle norme interprétative. L'expérience historique du système judiciaire américain suggère que les changements doctrinaux ne s'établissent pas par rupture immédiate, mais par sédimentation progressive, construite par la répétition cohérente dans des décisions successives. Dans le même temps, l'environnement politique réagit de manière compatible avec l'instabilité du moment. Au Sénat, la pression s'intensifie pour que les dirigeants des partis prennent position face à la possibilité d'une responsabilité pénale du président. Certains sénateurs qui rejetaient auparavant toute hypothèse de cette nature ont commencé à conditionner leurs déclarations à l'avancement des enquêtes et au contenu déjà formalisé dans les procédures. À la Chambre des représentants, les membres des commissions thématiques élaborent une proposition d'amendement constitutionnel visant à délimiter plus clairement les contours de l'immunité présidentielle. Encore à un stade précoce, cette initiative indique qu'une partie du pouvoir législatif reconnaît la nécessité d'ajuster les cadres normatifs face à un environnement institutionnel plus sensible et juridiquement instable. Le scénario reste ouvert. La décision du district de Columbia a marqué le début d'une nouvelle phase, mais elle est loin de clore le cycle. À chaque nouveau rebondissement, le système institutionnel américain est amené à tester les limites entre autorité et responsabilité, entre prérogatives et obligation de rendre des comptes. L'histoire constitutionnelle du pays montre que les moments marqués par la reconfiguration des précédents et les conflits d'interprétation ont souvent des effets durables, même si le contour final de ces effets ne devient évident que des années plus tard. Pour l'instant, on observe un système en adaptation, sous la pression non seulement du contenu d'un jugement spécifique, mais aussi de l'ensemble des implications que ce jugement active à différents niveaux de l'ordre institutionnel.
Si vous suivez notre chaîne, vous savez déjà que notre objectif n'est pas d'anticiper les conclusions, mais de comprendre comment les processus s'organisent au sein des institutions et quelles forces déterminent leur rythme. C'est pourquoi continuer à nous suivre peut faire la différence. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement une affaire, mais la manière dont un système juridique réagit lorsqu'il doit redéfinir, dans la pratique, ses propres limites.